Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je vais faire une analyse de cinéma africain après les premières années de ce cinéma. La première génération était dominée par des individus associés avec la création de l'organisation nommée la FEPACI ou la Fédération panafricaine des cinéastes. Mais après cette vague de cinéma, avec sa conception du cinéma politique et militant, une nouvelle vague a pris sa place, avec des tendances diverses, mais tout à fait distinctes. Cependant, d'abord, il faut parler d'un genre du cinéma qui est le centre d'une division dans la conception du cinéma africain dès sa naissance. Et celui-ci est le cinéma calebasse, ou les films de village. Le calebasse est un large fouillis de coques dures avec lequel les communautés traditionnelles ont depuis longtemps fabriqué des bols. Alors, c'est une image commune dans des films de cet environnement. Le cinéma calebasse a plein de détracteurs. Plusieurs pensent qu'il renforce l'image primitive de l'Afrique créée par les stéréotypes des colonisateurs et qu'il néglige la modernité de l'Afrique actuelle. Mais les réalisateurs qui font du cinéma calebasse pensent que prendre le regard de soi sur la tradition de l'Afrique rurale est une action décolonisatrice et pas colonialiste elle-même. Un de ces cinéastes est Gaston Kaboré, qui est connu comme un des plus grands cinéastes du Burkina Faso. Avec ses films de l'Afrique précoloniale, il a voulu explorer la culture riche qui dure jusqu'aujourd'hui. Son film Boudiam est la suite d'un film précédent nommé Wenkuni, qui s'agit d'un orphelin éponyme dans l'Afrique de l'Ouest dans l'époque précoloniale. L'orphelin, maintenant adolescent, est accusé par les villageois de son domicile comme un bouc émissaire quand sa sœur devient malade, accusation qui ont comme source l'état marginalisé des orphelins. Donc, Wenkuni quitte le village et embarque dans un voyage initiatique pour trouver un remède pour elle. Il réussit enfin et devient un héros qui peut finalement s'intégrer dans son village. Ce film se sert du cinéma calebasse pour célébrer la culture et les paysages de l'Afrique, en même temps qu'il critique la marginalisation traditionnelle des personnes comme l'orphelin Wenkuni. La vague art est le nom donné aux quelques cinéastes qui tournent des films avec une nouvelle conception du cinéma qui priorise les aspects artistiques. En Afrique, cela signifie que les aspects politiques ne sont pas ceux de plus importants pour les films de cette vague, même si ces films n'ignorent pas du tout les dilemmes modernes de l'Afrique qui ont une grande place dans la politique de l'époque. Membres d'une deuxième génération, ces cinéastes étaient nés souvent en France ou l'Europe eux-mêmes, et leurs films reflètent l'angoisse qui entoure le retour en Afrique et les identités écartelées créées par l'influence de la modernité, souvent pris directement de l'Ouest, sur les pays africains, maintenant indépendants pendant quelques décennies, mais même dans une position sous-développée. L'initiateur de cette vague est, selon plusieurs critiques, Abderrahmane Sissoko de la Mauritanie. Je vais présenter par exemple son film Eremakono, ou En attendant le bonheur, qui suit un homme, Abdallah, qui se déplace à Nouadhibou, une ville de la Mauritanie qui est un endroit de transit entre le pays et l'Occident. Abdallah attend son départ en Europe, mais dans cette ville, il est lui-même déjà un étranger. Sissoko tourne ses épreuves avec une sensibilité près de la poésie arabe traditionnelle pour explorer la position précaire des voyageurs. Un autre cinéaste qui était intégral de la vague art est Mahama Salah Haroun du Tchad. Un de ses films, Bye Bye Africa, s'agit d'un cinéaste africain qui vit à Paris mais est retourné pour enterrer sa mère, seulement pour trouver que ses expériences en France l'ont rendu étranger dans son propre pays, le Tchad. Lui, il a changé, certes, mais son pays d'enfance a changé aussi, un fait qui le rend douloureux. On voit ici le défi du retour, quand on est dans un état d'entre-deux. Ni encore africain ni européen, le cinéaste n'a plus de pays qui est le sien. Un autre groupe important de la nouvelle ère du cinéma africain est la Guilde des cinéastes africains.
Tous ces cinéastes veulent construire un cinéma africain unique, mais aussi cherchent des liens diasporiques. D'abord, je vais passer par Jean-Mifrey Teno, un membre du groupe qui vient de Cameroun, qui était formé en France et vit actuellement en France. Il réalise des documentaires et aussi des films de fiction. Son attitude cinématographique n'est pas loin de la première génération de cinéastes africains. Il faut avoir un aspect politique dans une histoire pour que Teno vous le raconter. Il a une conscience en particulier sur le sujet du colonialisme. Il veut montrer les effets actuels de la pensée coloniale dans le développement de l'Afrique. Jean-Pierre Bekolo est un autre réalisateur camerounais de la Guilde. Il a une proposition choquante qui est centrale dans sa conception du cinéma. Il faut tuer le cinéma en Afrique pour que le cinéma proprement africain puisse vivre. Comme il illustre dans son film Méta, le complot d'Aristote, qu'il s'agit des cinéastes qui se plaignent de l'histoire et de la condition du cinéma africain, Bekolo pense que l'héritage d'Aristote sur les narratifs est l'action vide d'émotions, la domination de la culture de l'Occident. L'auteur, qui est le personnage principal du film, décide qu'il faut ranger toute l'Afrique des films étrangers pour construire une nouvelle industrie qui se heurte contre les cinéphiles qui aiment trop ces films. Peut-être c'est une tâche impossible à faire, mais réduire l'influence étrangère sur l'art du cinéma, on peut dire que c'est admirable. Finalement, de la Guilde, je vous présente le Congolais Balufupakupa Kanyinya. Comme Bekolo, il pense que le cinéma africain doit reprendre son propre destin et devenir quelque chose de distinct d'Hollywood. Kanyinya se sert des styles expérimentaux et poétiques, comme les séquences cauchemars, les cacophonies de sons et du mixage du réalisme et du fantastique. Il fait aussi des films qui veulent déconstruire les conventions du cinéma et des films de la parodie. Dans son film Juju Factory, Congo Congo, avec un nom qui symbolise clairement que ce personnage représente la pensée de son pays, est un écrivain qui questionne comment représenter dans son écriture sa ville. Ce métafilm met en avant la difficulté de l'authenticité quand on crée une pièce d'art en Afrique actuelle, de trouver un équilibre avec les forces économiques du marché et la volonté de dire la vérité. Donc, je vais finir avec une analyse d'un film spécifique de cette époque du cinéma africain, Pièce d'identité, de Dieudonné Moise Ngangora, réalisateur congolais. C'est un film de divertissement qui explore de même des thèmes très profonds, en particulier les expériences différentes de l'identité africaine entre les générations et la difficulté de garder une semblance de contact avec sa culture en Europe. Dans le film, Manikongo, dont son nom est encore indicatif qu'il symbolise le pays d'où il vient, est le roi d'un village qui décide d'aller en Belgique pour chercher sa fille Moana. Manikongo a envoyé Moana pour faire des études dès qu'elle avait 8 ans et il n'avait aucun contact avec elle pendant quelques décennies. Manikongo a l'impression que dans sa tête, qu'elle a certainement réussi à ses bouts anciens et est maintenant étudiante médicale. Cependant, Moana avait vraiment des difficultés avec trouver une place dans la société belge et vient d'être relâchée de prison. La police l'a contraint à devenir informante pour eux comme danseuse dans un cabaret. Dans ses efforts de la chercher, Manikongo se perd vite dans les règles et les structures complexes de la société belge, rendues pires par le racisme implicite. Mais finalement, il réussit à trouver sa fille. Malgré le manque de succès qu'il a prévu de Moana, et peut-être grâce à ses nouvelles expériences de la piège de la bureaucratie belge et la nouvelle compréhension des difficultés et des différences culturelles entre les pays, Congo l'accepte avec un cœur ouvert. Moana et son copain reviennent avec lui au Congo. Ce film se sert bien de son motif titulaire des pièces d'identité pour illustrer ce thème. Comment un Africain peut-il construire une conception de soi entre les forces de la culture traditionnelle de l'Afrique et de la culture moderne de l'Europe? Il y a 2 types de pièces d'identité montrées dans ce film. Les fétiches royaux de Manikongo, qui représentent ce premier, et les papiers comme les visas, les passeports qui représentent le dernier. Tous les deux ne signifient rien chez l'autre culture.
Comme Manikongo répète souvent, ces fétiches royaux sont la signification de son autorité et son identité. Ce sont ses possessions les plus précieuses. Mais en Belgique, ce sont des pièces d'art qui ont une valeur seulement économique au mieux et des vêtements bizarres à rire au pire. D'autre côté, c'est les documents officiels que les Belges valorisent. Les personnages du film souffrent dans cette société encore et encore quand ils n'en ont pas. C'est la menace de perdre son visa qui rend Moana sous le contrôle de la police. Manikongo, les pertes étaient presque devenues piégées au pays. C'est le manque d'un visa qui arrête finalement le criminel antagoniste Viva Viva. Mais le film explore comment les feuilles de papier sont vides de la signification selon un point de vue africain de Manikongo. Où est l'identité, la culture et les caractéristiques personnelles dans une feuille de papier? Ces symboles de la bureaucratie européenne sont par contre meilleurs pour l'oppression, pour coincer les individus, souvent les Noirs, dans un piège étroit du manque de l'opportunité ou de la liberté. Retourner à la culture traditionnelle des beaux fétiches royaux de Manikongo rend l'Africain finalement une identification plus authentique. Alors, voici mes sources. Merci et bonne journée.